Nous sommes encore heureux, madame, monsieur, de vous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith à l'instant. Le Cameroun, ça bouge. Le Cameroun est en mouvement. Le Cameroun est en panique. Le Cameroun, en même temps, reconnaît aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui se prépare pour le 22 septembre prochain. Et on a pu apercevoir hier dans la capitale politique Yaoundé, dans toutes les artères pratiquement, les forces de défense et de sécurité postées à chaque carrefour. La question ce matin, c'est de savoir de qui a-t-on peur? A-t-on peur d'un petit parti politique ou on a peur du peuple? Que fait bien sûr le régime en place pour tout faire, pour contrecarrer cette marche? Comment l'apprécier véritablement, madame, monsieur? Le Cameroun est en mouvement et ce matin, nous croyons en réalité qu'il faudrait inviter chacun à être très prudent, mais surtout à être attentif sur l'évolution de la crise sociale qui secoue le Cameroun depuis quelques 4 ans déjà et qui risquerait bien sûr de se répandre dans les régions du Cameroun. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, madame, messieurs. Comprenez la gêne ce matin, comprenez justement la lourdeur et la réalité qui nous incombe. Allons-nous rester inoffensifs? Allons-nous rester muets? Comment allons-nous apprécier justement l'évolution, les attitudes, ce qui est en cours aujourd'hui au Cameroun? Merci de nous retrouver. C'est 10-12 de Zénith. Et parlons justement du Zénith, madame, messieurs. Ces sujets nous interpellent. Il n'y a pas qu'au Cameroun que ça bouge. En Côte d'Ivoire également, Henri Konan Bédié, l'actuel président du PDCI, demande bien sûr aux Ivoiriens de tout faire pour descendre dans la rue pour revendiquer le retrait de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara comme président, comme candidat justement aux élections de décembre à venir. Comment l'apprécier également? Finalement, l'Afrique serait-elle devenue un continent, serait-il devenu un continent où les mouvements de revendication sont perceptus partout? On a encore le cas du Mali, on a encore le cas justement de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui se passe véritablement en Afrique centrale? Le Cameroun devait-il rester insensible à ces revendications et quelle appréciation doit-on en faire? La grande équipe ce matin est avec moi, comme toujours, Charles Bachou, Bomba Bengan Kandji, Dominique Oyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Madame, messieurs, nous allons vous servir jusqu'à midi. Merci de rester des nôtres. Bon, Bengan Kandji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Les ministres en charge de la gestion de nos forêts, au niveau de la CEMAC, ils y ont ajouté leur homologue de la RDC pour voir comment dans un an, ils vont interdire l'exportation de nos grumes. Mais est-ce qu'il y en a encore? Ils ont dévasté nos forêts et ils disent que dans un an, on ne va plus exporter les grumes. Ils disent, ces ministres-là, qu'ils vont mettre en place des industries de transformation de bois de première, deuxième et troisième catégorie. Alors que c'est depuis 1974 au moins qu'au Cameroun, par exemple, on avait voulu expérimenter le bois par la construction de certains départements ministériels en bois. On aurait dû aller plus loin en construisant les cités SIC en bois. On a dit non. Dans un an, on verra. Mais toujours est-il que le ministre Jules Dorendongo dit que l'exportation des grumes nous fait perdre 60 milliards de francs CFA et dans lesquels 10 milliards représentent les impôts. On verra donc dans un an si la forêt ne sera pas complètement dévastée. On restera peut-être avec les Sissongo et tout ça. Merci beaucoup, Bon Bengan. Merci pour cette entrée ce matin. Charles Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le temps est grave. Les Camerounais sont face à leurs responsabilités. C'est dur. Vous avez parlé tout à l'heure que disent ou que font ou fait le gouvernement. Ils travaillent à faire des tweets. Ils travaillent à faire des posts sur Facebook. Vaquez à vos occupations. Ne vous souciez pas. On reconnaît que les choses ne sont pas bien, ne sont pas parfaites, mais ce n'est parfait nulle part, disent-ils. Était-ce pour cela qu'on essaie de résoudre, ou vous n'avez même plus la possibilité à une certaine heure de sortir, vous êtes barricadé, des interpellations, vous vous retrouvez en l'espace de quelques jours à avoir parfois des perquisitions subites. Est-ce que ça aide le peuple? La question bien sûr posée ce matin, est-ce que ça aide le peuple? Et également aujourd'hui comprendre, on va dire entre autres, l'autisme
du gouvernement face aux revendications initiées par le mouvement de la Renaissance du Cameroun, y compris ces partis avec lesquels le parti a coalisé aujourd'hui. On parle bien sûr d'une nouvelle coalition qui a été mise en place. Finalement, les revendications portées au sein de l'opinion publique nationale et même internationale trouveraient-elles une solution véritable? On parle entre autres de la résolution de la crise anglophone qui dure depuis 4 ans et qui connaît non seulement des déplacés internes comme internes également, mais surtout on revendique la révision du système électoral consensuel. C'est bien sûr les éléments clés qu'ils ont mis au devant de leurs revendications et demandent justement à faire une marche pacifique demain, 22 septembre 2020. Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Merci. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de la plupart des Camerounais. Les Camerounais sont terrorisés, Michel Gachou. Plus un pas sans qu'on ne voit des gens armés jusqu'aux dents qui sont derrière les fenêtres, derrière les portes, dans chaque coin de rue. On a des hommes en tenue. Et on en est arrivé au point où les citoyens n'arrivent plus à vaquer normalement à leurs occupations. Ils ont besoin de savoir de quoi est-ce qu'ils en retournent. Pourquoi il y a autant de militaires dehors? Pourquoi il y a autant d'hommes en tenue à l'extérieur de nos foyers? On aimerait bien comprendre ce qui se passe. À côté de ça, j'ai été offusquée. Je me suis offusquée en fait hier lorsque sur le tronçon qui mène jusqu'à Souza là-bas, il y a un enfant qui était en train d'enlever de l'eau avec un bol dans des crevasses. Et il a risqué de se faire écraser par un camion parce qu'il traversait pour aller prendre une pièce auprès d'un chauffeur, puisque les chauffeurs les chauffeurs donnent quelques pièces à ces enfants qui enlèvent de l'eau dans des crevasses sur des routes nationales. Est-ce que ce genre de choses doivent se voir dans un pays comme le Cameroun? Très bien. Le Cameroun va mal, mesdames, messieurs, et ensemble, on aime à le dire justement sur ce plateau, nous devons tout faire pour le reconstruire. Et le reconstruire, c'est un mouvement d'ensemble. Chaque Camerounais interpellé, de l'endroit où il est, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et en vous présentant chaque jour les réalités de ce pays. C'est pas ne pas aimer le pays, c'est vous montrer combien le pays qui est le nôtre a encore pas mal de grandes choses à faire en son sein. Et pour bien faire également, vous savez comment intervenir dans ce programme. Vous avez les pages 10-12 de Zénith sur Facebook ou encore Equinox Télévision, toujours sur Facebook pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent également sur Facebook, merci madame, monsieur de nous laisser vos différentes réactions aux sujets qui seront développés sur ce plateau. Et l'un des sujets, l'un des éléments phares, c'est l'histoire du jour. Dominique Audrey, le week-end était certainement chargé. Chargé. Et vous avez une histoire pour nous ce matin. Oui, justement, c'est lors de mon périple qui menait dans ce foyer que j'ai observé la scène avec le petit garçon. Je me suis rendue à Souza, où le papa de cette famille m'a demandé de venir. Il me demande de venir parce qu'il dit que sa maison, sa famille, son foyer est devenu un champ de mine. Plus un pas sans qu'il y ait des cris à la maison. Plus un pas sans que son fils ne lui crie dessus. Son fils lui manque carrément de respect. En réalité, le problème commence au début de l'année scolaire qui vient de s'achever, où il a fait la promesse à son fils de l'envoyer à l'étranger si jamais, au grand jamais, celui-là réussissait son examen de baccalauréat. Et l'enfant réussit avec brio à cet examen et va vers son père, puisque les résultats sont sortis il y a sensiblement 1 semaine et demie. Il va vers son père et il dit: papa, j'ai réussi mon baccalauréat, il faudrait qu'on engage les procédures pour que je puisse aller à l'étranger comme tu me l'as promis. Et le père de lui dire: je suis désolé papou, j'ai pas d'argent, tu vas devoir commencer par aller à l'université à Nguaikele ou à Douala, donc tu vas choisir une université, tu vas commencer ici au pays. L'enfant lui a dit: jamais papa, tu m'as promis que j'irai en France, j'ai donné le meilleur de moi, j'ai tout fait pour réussir à cet examen, pour que justement tu réalises ta promesse. Donc il est inadmissible et inacceptable que tu m'envoies dans une des universités qu'on voit dans le pays. Je ne pourrais pas y aller. Et à sa suite, cet enfant a traîné avec lui sa mère qui s'est rangée du côté de son fils, qui estime que non, son fils ne peut pas aller dans une université au Cameroun. Son père doit l'envoyer à l'étranger. Les sœurs de cet enfant, les sœurs aînées, ont dit: oui papa, rappelle-toi qu'à notre époque, tu nous as promis que tu nous paierais des formations. Jamais tu n'as respecté les promesses que tu nous as faites. Donc aujourd'hui, ce papa dit qu'il voulait simplement galvaniser
ses enfants pour qu'ils soient bons dans les travaux qu'ils ont entrevu de faire dans les études, même dans le travail. Mais maintenant, il ne sait donc pas comment juguler cette situation parce que chez lui, ça ne va pas du tout. Comment donc se comporter quand on est un père qui ne... ou bien quand on a un père qui ne tient pas ses promesses? Comment on le fait tenir? Comment on l'oblige à tenir ses promesses? Trois problèmes d'ailleurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème également qui est posé, c'est cet enfant qui ne veut pas rentrer dans une université camerounaise. Oui, on sait tous pourquoi. Effectivement. Et également, on va questionner aussi l'attitude parentale, notamment la mère qui se met à dos. Son mari. Voilà. Et c'est assez compliqué quand même. Oui. Bon, Bengan, comment regardera-t-on le papa quand il n'honore pas ses engagements, à ses promesses? Comment est-ce qu'on peut apprécier le papa à ce moment précis? Pour le cas de l'enfant qui demande à voyager, qui demande à aller poursuivre ses études supérieures de l'autre côté, lorsque papa lui-même a pris l'engagement de le faire pour lui. Non, je pense qu'il faut voir le problème à deux niveaux. Le papa, lui, il dit qu'il veut galvaniser ses enfants. C'est pas la même chose qu'une promesse. Papa a dit qu'à la fin de l'année, pendant les fêtes, je vais vous acheter tel, ou pendant votre anniversaire, je vais. Le problème qui se pose ici, c'est un problème de communication. Donc, papa, dès que l'enfant est réclamé ce que son papa, ce qu'il avait considéré comme promesse de papa, papa lui aurait dit, on le salue d'abord pour féliciter, pour lui dire merci, tu as été reçu au bac, mais non, c'était pour te galvaniser. Parce que les inscriptions dans une université en Europe se passent au cours de l'année. Donc c'était pour que tu réussisses de toutes les manières. Tu fréquentes pour toi, tu ne fréquentes pas pour moi, tu me fais honneur, mais tu fréquentes d'abord pour toi-même. Donc apprends maintenant à te surpasser, à ne pas vivre les promesses. Et si je meurs demain, tu n'iras plus à l'école, tu n'iras plus. Donc en fait, ce sera pour lui dire que non, c'était pour te galvaniser. L'autre chose, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les études. On peut étudier et ne rien apprendre. Parce que nous tous, peut-être, nous sommes embobinés dans des concepts que nous ne maîtrisons pas beaucoup. On fait des études, mais on n'apprend rien. Les études, on vous dit les livres, il connaît le livre. Oui, tu connais le livre maintenant. Dans ce que tu connais dans le livre, qu'est-ce que tu connais de la vie? Qu'est-ce que tu connais de ton environnement? Donc c'est tout ça qui constitue l'épanouissement de l'homme. C'est quand tu auras maîtrisé tout cela que tu pourras atteindre le plein épanouissement. Donc, quand tu rentres pendant les vacances, on vous envoie au village pour défricher, pour apprendre à défricher, vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec l'instruction que vous avez eue à l'école. Or, ça, il y a une connotation terrible, il y a une connexion heureuse entre les deux. Donc, que je dis à cet enfant, non, c'est pas un mensonge, papa ne t'a pas menti. C'était pour te galvaniser, pour que tu aies l'école. Et en plus, est-ce que tu as regardé, même si papa était un multimillionnaire, donc il ne faut pas se dire que oui, c'est pas en Europe seulement que tu vas réussir, tu peux réussir ici. Il y a des universités, s'il y a des gens qui deviennent ingénieurs, médecins, ici au Cameroun, donc c'était une manière de galvaniser. Mais je dis seulement à papa qu'il fallait le lui dire. Il le lui dit clairement en lui présentant son avenir qui lui appartient à lui. Donc quand il aura son salaire demain, c'est d'abord lui. Donc c'est son épanouissement, lui, d'aujourd'hui, qui pourra se constituer demain. Très bien. Le père qui promet l'enfant pour le galvaniser, l'amener à se surpasser et à réaliser des performances un peu plus qu'importantes pour son cas. Maintenant, l'enfant qui est resté longtemps dans une idée bien faite, bien cousue, attendait justement la réaction de papa. Mais au-delà quand même, Karine Santia, on va dire que l'enfant dit à papa, je ne voudrais pas faire une université camerounaise. Est-ce que les universités camerounaises sont aussi mauvaises au point où l'enfant se rend compte que ça ne lui rapportera rien en restant au Cameroun? L'enfant ne se rend compte de rien. Cet enfant ne se rend même pas compte de quelque chose. Il ne sait même pas pourquoi il est allé à l'école. D'ailleurs, il ne sait même pas pourquoi il a écrit dans ses copies qu'il a réussi cet examen. Voilà le genre d'enfants qu'on a dans les écoles aujourd'hui. Les enfants qui rêvent tellement de l'Occident qu'ils oublient que, en fait, quand vous arrivez en classe de terminale, vous vous appartenez à vous-même. Quand vous commencez à faire la philosophie, vous commencez à penser. Et quand vous commencez à penser, les autres ne sont plus indiqués pour vous.
indiquer votre manière de penser, en fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cet enfant ne sait même pas pourquoi il a réussi son baccalauréat. Et je suis certaine qu'il n'a même pas eu de mention, raison pour laquelle il pense que c'est parti qui est la raison. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que tous les enfants, quand ils traversent la classe de maternelle, ils intègrent que la promesse n'est pas obligatoire. C'est naturel que l'enfant intègre dans sa tête après la maternelle que la promesse n'est pas obligatoire. Comment le sais-tu, Karine? Maman peut promettre une chaussure et elle ne l'achète pas. Un enfant qui commence à se lever le matin pour dire maman tu me gardes, c'est que maman peut ne pas garder. Quand maman rentre, maman tu ne m'as pas gardé, oui il n'y avait pas d'argent, point. Un enfant qui veut mettre le couteau à la gorge de son papa parce que son papa lui a promis l'étranger, ne sait même pas pourquoi il y allait. Ils sont nombreux comme ça. Un enseignant de l'université nous disait un jour que il ne conseillerait à aucun parent d'envoyer son enfant à l'université, à l'étranger, après le baccalauréat directement. Pour quelle raison? Parce que ce sont généralement des enfants immatures qui ne sont pas prêts à s'intégrer socialement. Ce sont des enfants qui sont à même d'intégrer les attitudes de suivisme, qui sont à même d'intégrer des attitudes comportementales qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi généralement les parents font en sorte que l'enfant fasse même 1 an à l'université pour s'acclimater déjà à une petite liberté avant de voyager. Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas les yeux de papa, il n'y a pas les yeux de maman, il n'y aura pas le plat de nourriture de maman, il n'y aura pas le plat de nourriture de papa. Et c'est plus dangereux. Et c'est plus dangereux. Il n'aura personne pour lui demander que tu rentres d'où, tu sors d'où. Il n'aura personne pour l'appeler chaque jour et dire tu as bien dormi et autres. Il sera maître de lui-même. Ce qui fait que lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes responsable de vous-même. Et ça demande ça demande que l'enfant soit d'abord personnellement responsable à la base, c'est-à-dire que ce soit un enfant qui est conscient que je viens d'une famille pauvre et je vais au front. Maintenant, si vous avez un enfant comme celui-ci, qui dit que comme tu as dit que je dois aller à l'étranger, je dois partir, il n'est même pas d'abord responsable. C'est un suiveur. Et ce genre d'enfants à l'étranger, je vous assure, ils suivent, ils continuent à suivre et ne s'en sortent pas. Donc je pense que le papa n'a même pas d'explication à lui dire, sinon que l'explication qu'il a donnée est la plus valable. Je n'ai pas pu avoir d'argent, donc tu ne pourras pas voyager, mais tu vas d'abord faire une université ici, point. Je ne vois pas pourquoi il doit s'expliquer pour dire que durant l'année, on n'a pas pu inscrire et ainsi de suite. Non, c'est vraiment pas important. L'explication que le papa a donnée est la plus objective et la plus socialement intègre. Donc, il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas voyager maintenant. Et comment vous appréciez justement l'attitude de maman? Maman qui en réalité devrait également accompagner son mari, mais je dis, elle comme son enfant en fait, ce sont des suiveurs qui pensent qu'à l'étranger, c'est là où tout se passe. Toutes les personnes qui réussissent au Cameroun ne sont pas celles qui ont fréquenté à l'étranger. Ils sont nombreux, que je connais, qui ont fréquenté à l'étranger, sont revenus ici pour chercher du travail, n'ont pas trouvé. N'ont pas trouvé. Et n'ont pas même pu avoir la présence d'esprit de lancer une activité qui va marcher. Les personnes qui réussissent au Cameroun sont des personnes qui connaissent le système camerounais et qui se sont battues dans ce système. Les produits de l'université de Douala, je prends toujours l'exemple de cette filière communication 2012. C'est-à-dire que les gens qui sont entrés à l'université en 2012, je vous assure, sur le terrain, dans le monde de l'emploi, sont ceux qui frontent le plus. Et les enseignants de ces derniers sont souvent surpris en disant qu'eux, ils n'ont pas vite compris ça quand ils sont entrés à l'université. Donc, un enfant ne peut pas me dire que c'est un étudiant à l'étranger qu'il va forcément réussir. Il faut contextualiser. Très bien. Charles Mbachou, je voudrais insister justement sur l'attitude de la maman d'une part, et de l'autre côté, insister sur l'attitude des enfants qui se mettent également le papa à dos. Alors, ça crée quand même une crise au sein de la famille. Comment est-ce qu'on peut en sortir? Le papa peut promettre effectivement, comme lui-même l'a très bien dit, pour galvaniser l'enfant à aller de l'avant. Et lorsqu'il ne réalise pas, qu'est-ce qu'il faut donc faire en tant que parent pour créer la sérénité au sein de sa petite famille? Alors, M. Michel Gachou, lui-même, il a creusé sa propre tombe, le père. Il a creusé sa propre tombe. Pourquoi? On peut le voir sur le plan d'un diptyque. Le père fait partie de ces gens qui vivent au-dessus de leurs moyens.
ils vivent au-dessus. Vous avez des gens qui touchent 250 000 comme salaire, ils vont louer des maisons de 160 000. Ça ne le dérange pas, il loue une maison de 160 000. Il veut qu'on sache qu'il a Bonamoussadi, il a Bonapriso, il se prend un petit truc. Même s'il souffre à l'intérieur, il est là. Il faut que la société le respecte. Monsieur Michel Ngachou. Vous avez des gens qui peut-être peuvent résider à Bepanda, mais fait tout et tout pour envoyer son enfant dans une école à Akwa ou à Bonapriso, parce qu'il voudrait que son enfant acquiert une certaine compétence, se mélange avec les enfants des autres. Or, vous oubliez que en fonction de vos moyens, vous devez inscrire vos enfants dans une zone. À Bonapriso, c'est, écoute, tu passes Noël où? Je passe Noël en France avec mamie. Tu passes les grandes vacances où? Non, je passe les grandes vacances aux États-Unis avec mon grand frère, avec tonton. Vous voyez, quand l'enfant sort de là, il est dans ce monde. C'est l'enfant qui vient à la maison injecté. Il vient à la maison injecté. C'est vrai que l'histoire ne nous dit pas, mais l'enfant rentre, il dit, papa, moi aussi j'ai envie d'aller. Papa, hein, la France même, c'est comment? J'ai mon ami à tel, il a tel. Ou alors ça peut être un frère de la famille qui, au lieu de présenter les réalités de souffrance qu'il endure en Europe, quand il discute avec les enfants, il vante l'Europe. D'ailleurs, vous les voyez. J'ai toujours dit que ceux qui vont se filmer sous la Tour Eiffel, c'est les plus pauvres de Paris. Ils n'ont rien. Ceux qui vont se placer là, filme-moi. Ou qui gardent les voitures, c'est l'occasion qu'ils ont eue. Peut-être le jour-là, on les a donné une permission, ils courent se filmer. C'est des gens qui ne valent véritablement rien de ce côté. Parce que les vrais bosseurs n'ont pas le temps de se filmer là-bas en Europe. Donc, est-ce que c'est cette situation? Ça, c'est le premier point. Mais, pour faire simple et revenir, le père, M. Michel Ngachou, l'école enseigne le savoir comme connaissance, le père inculque le savoir-faire et la mère inculque le savoir-être. L'enfant a besoin de cela. Donc, le père a loupé parce qu'il n'a pas su, comme l'a dit Bombok, côtier l'enfant, mais la maman, elle est aussi responsable parce que la maman n'a pas appris à l'enfant le savoir-être. Alors, allez savoir, si la mère s'est rangée du côté de l'enfant, vous allez à 100% découvrir que la mère faisait des tontines depuis pour l'enfant. La mère faisait les tontines en cachet que le père ne connaissait pas. Je vous dis, quand vous voyez la mère se ranger derrière l'enfant, c'est sûr qu'elle a l'argent d'une tontine quelque part. Elle dit que pardon, on voit l'enfant. L'enfant, s'il doit partir. Si tu veux, je peux prêter l'argent. Si tu veux, il faut aussi qu'au quartier on me voit. Parce que l'enfant qui se range derrière son fils, elle a des plans et elle a déjà une action qu'elle a déjà enclenchée quelque part. C'est le père qui est naïf pour le moment. Il est naïf dans l'histoire parce que la mère a au moins 16 coups d'avance sur lui. Donc quand le père va dire, bon ok, cherche dans une université, je vous assure, 2 jours après, l'enfant va dire, papa, j'ai trouvé. Le père doit demander, donne-moi juste l'inscription. Il va se rendre compte que l'enfant était déjà inscrit depuis. On avait fait les prescriptions. Parce que ce qu'on a de faire, mais pas toujours, monsieur Michel Ngachou, la pression, monsieur, quand vous vous rendez compte que votre maison est divisée... Qu'est-ce qui peut motiver maman à tout faire pour vouloir absolument faire partie de le m'as-tu vu, monsieur Michel Ngachou? Est-ce que c'est suffisant? Non, vous savez... Il y a des familles, monsieur Michel ont Ngachou, espoir quand même qu'une fois arrivé là-bas, tu vas te faire former et tu reviendras être monsieur Michel, ce n'est même pas... au Cameroun, on n'envoie pas l'enfant pour la formation. On n'envoie pas l'enfant pour la formation. On envoie l'enfant pour réussir à envoyer les brocantes, à envoyer les trucs. On n'envoie pas l'enfant pour réussir. Mais je vous dis, je peux vous prendre des cas. L'inscription, c'est juste pour faciliter l'enfant. Mais une fois que l'enfant arrive, on dit à l'enfant qu'on a tout fait pour que tu arrives. Maintenant, bats-toi. Débrouille-toi. Mais vous allez voir qu'il y a des enfants qui arrivent, ils sont assez téméraires. L'enfant dit, je suis venu, je vais réussir. Il va franchement à l'école. C'est un enfant qui, au bout de 2 ans, 1 an, vous l'appelez, l'enfant ne commence pas à décrocher le téléphone. Il vous dit, maman, j'ai pas de moyens pour vous aider, je vais à l'école, je ne peux pas t'envoyer l'argent, s'il te plaît, supporte un peu. Or, vous avez d'autres qui vont, les pressions de la famille font en sorte qu'il abandonne, qu'il se retrouve à le faire. Donc, je dirais à ce papa, c'est très simple, cause avec ta femme, tu es là dans la chambre, dis-lui que bon, sur l'argent que tu as déjà épargné là pour envoyer l'enfant, je veux compléter seulement à hauteur de temps. Allez, que la monnaie revienne dans la famille. Là, il doit négocier. Il est à mort. C'est le consensus. Non, il doit négocier. Avec sa femme, justement. Oui. Alors, Dominique Audrey, mais quand même, il y a lieu d'apprécier l'attitude des enfants vis-à-vis de papa. Lorsque papa te dit, écoute, moi j'ai prévu justement d'y conduire, j'ai pas de moyens. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'enfant, garçon, d'apprendre à se taire et d'écouter son parent? Son père ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de moyens. Son père lui a dit, je voulais simplement te galvaniser. Il y a, d'accord, merci pour le rectificatif. Voilà, selon les contextes
les environnements familiaux dans lesquels on évolue, il y a des familles dans lesquelles on a ce genre de conversation où le parent et les enfants, les parents et les enfants se projettent dans l'avenir. Vous êtes assis le soir avec vos enfants, vous dites, bon, papou, par rapport à... J'ai vu qu'il y a une université là-bas en ligne que tu pourrais même faire et tu vas suivre telle formation. J'ai mon ami, on pourrait te trouver un emploi dans telle structure. Oui, ça se fait. Envoyer les enfants à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément aller là-bas faire la brocante. Je ne suis pas totalement d'accord. Ou bien que c'est parce qu'on veut faire le matu vu. Non. Il y a des personnes qui ne vivent pas par rapport au jugement que les gens vont émettre sur eux. Moi, simplement, je vois que cet homme n'est pas sérieux. Le père de cet enfant, de ses enfants n'est pas sérieux parce que ce n'est pas simplement son garçon qui a le bac. Est-ce qu'on a jugé ses parents? Ce n'est pas un jugement, c'est une appréciation par rapport à son qualificatif. Il n'est pas sérieux, ce papa, parce que les filles estiment que papa, tu as promis qu'on ferait une formation professionnelle. Tu nous as envoyé à Ngwaikele, tu nous as envoyé à l'université de Douala. Pourtant, aujourd'hui, on est là. Donc, si on a 3 enfants qui se plaignent de leur père, ça veut dire qu'il y a un problème et que cet homme devrait revoir sa façon de faire. Il y a un seul point, moi je suis d'accord avec M. Mbachou, quand il estime que ce papa vit au-dessus de ses moyens. On a malheureusement dans notre environnement des gens qui sont plus focus sur ce que les gens vont penser d'eux. On a un père qui fait miroiter une certaine vie à ses enfants, pourtant ce n'est pas vrai. Quand on est une famille, il est important que ce soit les personnes qui sont à l'intérieur qui sachent effectivement ce que vous êtes. Si vous êtes un père et que vous n'avez pas d'argent et que votre enfant sait effectivement que vous n'avez pas d'argent, votre enfant ne vous demandera pas certaines choses. Mais si vous rentrez tous les soirs et vous donnez l'impression à vos enfants que non, je peux vous acheter les yaourts tous les jours, je peux vous amener à tel endroit tous les jours, et ben votre enfant va vous demander les choses qui vont effectivement dans ce sens-là. Mais pour qu'on se comprenne bien, je vais faire une sorte de transposition. L'histoire de ce matin est à l'image, disons, d'une campagne électorale. Ouais. Où on dit par exemple aux populations qui sont dans le nord, votez-nous, nous vous donnerons de l'eau, nous vous donnerons des écoles, nous vous donnerons des hôpitaux, même en Gambetta là-bas par exemple. Et après les élections, après le vote, effectivement vous avez gagné. Et après, on se retrouve à puiser de l'eau dans des marigots, dans des rigoles, dans des caniveaux. Comment on devrait se sentir quand on est cette population-là? Donc, si on peut comprendre les populations qui ont des récriminations, on peut comprendre que cet enfant se sent abusé. Donc, c'est une revendication légitime de l'enfant. Légitime. Quand on est père d'une famille et qu'on promet des choses à ses enfants, si on ne peut pas respecter ou bien réaliser les promesses, on a le devoir en tant que père. C'est pas amoindrissant de dire à son enfant, mon fils, vraiment, il y a eu telle situation, je n'ai pas pu, j'ai bien voulu, puisque je te l'ai dit, je suis ton père, l'homme c'est sa parole, j'ai voulu le faire, mais il y a eu tel contretemps. Commence d'abord l'année et au cours de l'année, on verra. Tu pourrais étudier à l'étranger, mais en ligne, ça se fait aujourd'hui. Donc, la maman, c'est normal, c'est bien d'encourager ses enfants. C'est bien. Vraiment. Charlamel, vous allez mettre juste une peinture, Monsieur Michel Ngachou, pour qu'on évolue. Je vous en prie, ne vendons pas un rêve à la télévision, alors que la réalité est le contraire dans le quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Michel Ngachou, les enfants d'aujourd'hui, là, qu'on a, sont plus dangereux que nous à notre époque. J'ai salué mon père 2 fois dans ma vie, Monsieur Michel Ngachou. 2 fois. Salué comment? Bon, vous avez comme ça. Saluer, tendre la main à mon père 2 fois dans ma vie. Et c'était un honneur pour moi de prendre la main de mon père. Aujourd'hui, la valeur du père, les mamans veulent démontrer tout le temps aux enfants que le père ne vaut rien. L'école, vous allez à l'école pour vous instruire. Oui. Après l'instruction vient la formation. Arrêtons de penser que l'école donne droit directement au travail. Non, c'est l'instruction. Prenez 4 personnes, vous envoyez en Europe, vous prenez un Européen, vous prenez un Chinois, vous prenez un Arabe, vous prenez un Africain, vous envoyez en Europe faire des études d'informatique. L'Europe, quand il va rentrer, l'Européen, quand il va rentrer chez lui en Europe, après avoir eu ses diplômes, M. Michel Ngachou va créer un collège.
d'un collège d'informaticiens, l'État va injecter de l'argent. L'arabe, quand il va rentrer, on va mettre sur pied l'argent pour qu'il puisse faire des ordinateurs en arabe avec des touches en arabe. Le chinois, lorsqu'il va rentrer, il va développer plus que ce qu'il a appris, mettre des mini-ordinateurs, des desktops et tout ce que vous voulez. L'Africain, qui aura eu les mêmes diplômes que tous ces cadres, va d'abord foncer, acheter les parfums, acheter les chaussures, acheter les trucs, charger dans le conteneur et rentrer. Quand il arrive, il dit à son père que papa, j'ai eu tous mes diplômes. Le père dit que oui, mes parfums, oui, tu as ramené donc quoi? Voilà comment on vit en Afrique. C'est ce qu'il faut tuer d'abord en Afrique. Ouais. Merci beaucoup Charles Mbachou également sur le lien qui a été fait ce matin par Dominique Audrey. On va également peut-être reprendre cette histoire du jour pour revenir sur la réalité dans le nord-est, le sud-est Cameroun. Souvenez-vous que le problème anglophone, beaucoup disent qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Et pourtant, quand on parle de 1960, et bien avant même 1960, les réalités étaient déjà perceptibles aujourd'hui. Les promesses qui ont été faites ont-elles été honorées? Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui peut-il être rassuré de ce que les promesses qu'il a fait à ces peuples-là ont été honorés jusqu'à présent, y compris pour les nombreuses campagnes électorales au Cameroun. Les promesses ont-elles été honorées? Madame, Monsieur, restez des nôtres. En réalité, nous sommes sur 10-12 de Zénith, votre programme. Dans un instant, La Colère, signé Charles Mbachou. Sur la question du non-respect des droits fondamentaux dans les principes démocratiques dans ce pays, à travers une manifestation patente, les interdictions de manifestation publique. De quoi est-ce que les administrateurs et leurs mandants ont-ils peur? Qu'est-ce qui se passe au mieux? Qu'est-ce qui puisse expliquer le fait que ce pays ne cesse de faire rejaillir la rémanence d'un État autoritaire? Sommes-nous dans un État de droit et dans un État où les principes démocratiques sont établis? Peut-on d'ores et déjà conclure que l'État policier comme le Sphinx est en train de renaître de ses cendres au Cameroun? Comment comprendre que le régime déclaratif est depuis des années mis dans ce pays sous le boisseau par le régime de l'interdiction des manifestations publiques? Pourtant, nous sommes en démocratie. Comment comprendre que le renouveau ne cesse de démontrer sa nature totalitaire et répressive avec le déploiement disproportionné des dispositifs sécuritaires lors de l'annonce des manifestations ou lors des manifestations? Comment comprendre la mise en place des cabinets noirs sur les réseaux sociaux dont le rôle est plus de provoquer que d'apaiser? Comment comprendre qu'à cause de la frilosité des officiels gouvernementaux est né un nouveau régime, celui de l'interdiction de toute réunion, de toute conférence de presse ou encore de tout événement destiné à être organisé dans un lieu public au Cameroun et allant dans le sens contraire des idées du renouveau et des idées du respect des principes fondamentaux? Comment comprendre ces multiples restrictions de liberté d'aller et venir et somme toute de brutalité policière que les Camerounais ne cessent de subir à la moindre revendication, fût-elle légitime? Sommes-nous encore en démocratie? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'on parle de démocratie alors qu'on évolue dans une dictature effrénée et incommensurable? Comment comprendre qu'à la moindre tentative d'organisation de réflexion, de réunion, même de réflexion politique, vous avez un contingent d'agents de police prêts à contraindre des hommes politiques, hommes de médias à libérer les lieux? Seul motif, risque de trouble à l'ordre public. Pourquoi lorsque le parti au pouvoir, le parti État, lui, il organise ces événements, il n'y a jamais eu de risque de trouble à l'ordre public? Pourtant, les marches pacifiques sont prévues de manière spécifique par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, signée, approuvée et ratifiée par le Cameroun. Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Cameroun a adopté une loi interne, numéro 055 du 19 décembre 1990. Allez parcourir, vous comprendrez. Même l'article 8 précise un ensemble de faits. Le chef de district
ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, dans un cas, véritablement mettre sur pied un système sécuritaire pour encadrer la manifestation. Veut-on donc nous faire comprendre qu'on n'a droit qu'à une seule chose dans ce pays, souffrir en silence sans jamais oser se plaindre, même lorsqu'on a usé de toutes les voies de recours? Comment comprendre qu'à l'opposé des marches, les rassemblements et autres manifestations ne soient autorisés que lorsque ceux-ci ont pour but de soutenir le régime en place? De telles manifestations sont largement couvertes par les médias publics. Les autorités administratives ne se font pas de scrupules pour se départir de la neutralité et de l'impartialité qu'elles sont censées observer et à participer activement avec des véhicules immatriculés CA, les véhicules de l'administration. Comment comprendre que la moindre tentative d'organisation d'une manifestation pour dénoncer la corruption, les coupures intempestives de lumière et d'eau, les détournements impunis des deniers publics, les crimes rituels, la montée de l'insécurité, le chômage des jeunes, la guerre dans le nord-ouest, l'administrateur du coin va l'interdire pour trouble à l'ordre public? Qui trouble finalement l'ordre public? Le peuple qui réclame ou alors l'administration qui interdit? Comment comprendre qu'à la moindre tentative de revendication pacifique, vous apercevez 2 jours avant une troupe des éléments de la police anti-émeute qui abonde dans les rues, bloquant carrefours et ruelles, étouffant sous des casques, contre tibia, gilets et pare-balles. Les moyens sont tous les mêmes, refus catégorique d'autorisation de manifestation, envoi de véhicules d'intervention doublés d'hommes calculés, riposte à la moindre tentative de marche pacifiste, alors que sous d'autres cieux, le rôle des forces de maintien de l'ordre est d'encadrer les manifestations. Véhicules équipés du char eau anti-émeute et munis de dispositifs de diffusion de gaz lacrymogènes, matraques, armes au poing, matraques qui passent et repassent, crosses de fusil qu'on enseigne sur la tête des manifestants, coups de pied à la tête, interpellations massives et sauvages des manifestations, et que sais-je encore, incroyable. Rappel des faits, 1960-1971, répression sauvage de l'UPC. Février 1990, c'était dehors avec les forces de l'ordre qui ont arrêté 10 citoyens importants qui proposaient la formation d'un parti d'opposition, le Front social-démocratique, condamné à la prison, avec en tête Yondo Black. Que dire du 28 mars 2000, où l'association du barreau du Cameroun avait organisé une marche de protestation? Avril à novembre 1991, 18 mars 2000, 13 novembre 2000, 27 février 2008, avec la grève des transports dans plusieurs villes qui a entraîné. De quoi a-t-on véritablement peur lorsque chacun des courtisans du palais sait d'avance qu'il y a des problèmes qu'on a volontairement refusé de résoudre? Rappelons-nous tout simplement que qui vivra au Cameroun verra de toutes les couleurs. Mais seulement, pourquoi s'obstine-t-il à empêcher que les pauvres manifestent pour dire stop au désordre, stop à la cacophonie, asseyons-nous pour causer? L'histoire du monde ne s'écrit qu'à travers les crises, madame, monsieur, pour ceux qui l'ont connue. Et vous savez en même temps qu'une révolution peut entraîner une évolution. Le but n'est peut-être pas d'encourager une révolution, mais si elle peut avoir d'autres velléités, ça nous arrangera. Comment expliquer justement, à la lumière des questions posées ce matin par Charles Abembatou dans sa colère, toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés? Des appréciations, madame, monsieur, sont divergentes. Nous vous attendons sur les plateformes bien connues afin de vous lire et mieux vous entendre. Une colère exprimée, une colère circonstancielle, une colère d'actualité avec ce qui se passe au Cameroun, non seulement à Douala et également à Yaoundé, Bafoussam. Pratiquement le Cameroun aussi entier est tenu à travers cette marche et ces marches qui sont attendues demain 22 septembre 2020. Comment le Cameroun vit-il ces heures? Comment le Cameroun apprécie-t-il ces moments? Comment les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur regardent-ils leur pays aujourd'hui? Comment le régime en place veut-il voir le Cameroun soit saignant ou rester debout? Les questions sont posées aujourd'hui. Bon, Bengan Kandji, doit-on marcher ou pas, de votre point de vue? On doit marcher. Si on estime qu'on marche, on doit marcher. Pourquoi pas? D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme recommande qu'un citoyen qui estime qu'il est opprimé peut s'élever contre l'oppression. C'est le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
qui dispose exactement ceci. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc s'il estime qu'il y a de la tyrannie, qu'il y a l'oppression, il peut marcher pour contester contre cet ordre-là. Bon, Bengan Kadjo, merci beaucoup. Vous dites que le peuple peut marcher et doit marcher. On sait également que ces conventions ont été ratifiées par le Cameroun, mais le Cameroun aujourd'hui, avec les nombreuses sorties qui ont été perceptibles depuis la fin de semaine dernière, parce qu'il y a trop de réactions des membres du gouvernement qui s'appuient suffisamment sur les textes de la Constitution et disent même pour certains que les conventions internationales s'appliquent en fonction des pays. Quelle appréciation vous en faites? En fonction des pays, il y a ce qu'on peut appeler une convention cadre. Effectivement, les pays s'adaptent à cette convention-là. C'est le peuple algérien qui s'est levé pour dire au président Bouteflika qu'il ne voulait plus son mandat. Et le peuple algérien a été déterminé et Bouteflika a retiré sa candidature. Et vous n'avez pas entendu parler là-bas que la police algérienne a tiré sur les manifestants, a saboté quoi que ce soit, posé des exactions sur les citoyens algériens. Non, non du tout. La police a été là, on l'a vu, voilà, encadrant ces manifestants. Charles Hamel, c'est la conclusion de Charles Hamel qui me plaît beaucoup. Il dit, causons, arrêtons-nous et causons. C'est justement, nous avons ce problème avec beaucoup de nos enfants qui se disent évoluer. Si notre pays s'était inspiré de l'africanité que nous sommes, c'est ça le consensus. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on met ensemble les règles et on regarde, on va de l'avant. Quand ces règles-là ne se trouvent plus à mesure d'être appliquées, on se rassoit et on redéfinit d'autres règles. Si par exemple, il y avait eu un consensus pour faire entrer nos nationalités dans la République, et on se serait assis sur ces principes-là, il n'y aurait pas de problème. On n'allait pas parler du jacobinisme, de ceci, on savait quoi, ça allait être réservé aux seuls universitaires. Vous dites très bien qu'il faut s'asseoir et causer. Il faut s'asseoir et causer. A-t-on le sentiment, a-t-on l'espoir que dans les heures qui suivent, justement, bon, Bengan, le gouvernement peut se rebiffer, peut se dire, bon, d'accord, il faut reculer, parce qu'on risquerait d'aller en affront contre nos propres citoyens et demander, ne serait-ce qu'à causer avec ceux qui mènent aujourd'hui ces mouvements de revendication. Pour le moment, ça relève de l'ordre du souhait. Il faut absolument, si le gouvernement, qui est le bras armé de l'État, voudrait que les choses avancent, il faudrait proposer qu'on s'asseye, on cause. Si on ne le fait pas, on est en train d'aller tout droit vers le pourrissement. Et dans le pourrissement, comme on dit au quartier, ça va sortir comme ça va sortir. Et c'est très dangereux. Or, nous ne voulons pas en arriver là au point d'atteindre comment je veux dire, une crise institutionnelle. Il faut éviter des crises institutionnelles. Pour le moment, c'est au niveau des citoyens qui veulent, quand on leur coupe l'eau, qu'ils aient au moins la possibilité de dire « Donnez-nous de l'eau, nous avons soif ». Oui. Donc, au moins ça, qu'on les écoute. On le sait également, le monde ou encore l'évolution du monde aujourd'hui, c'est toujours faire les crises. C'est quand il y a une crise qu'on trouve absolument une résolution. Et à travers ces crises, quand même, Dominique Audrey, il est de bon ton de dire que une manifestation a son bon côté. C'est important de manifester, c'est important de revendiquer. Parce que lorsqu'on revendique, c'est de son droit également. Comment vous appréciez cela ? Tout à fait, Michel. Vous savez que pour avoir la stabilité, parfois, que ce soit dans les foyers, même dans des pays, on passe parfois par des tumultes. Qu'on soit en Europe, en Amérique, en Asie et même en Inde et en Afrique également, le monde, si vous parcourez l'histoire, vous vous rendrez compte que depuis des millénaires, il y a eu des révolutions, même contre les colons, pour le cas de l'Afrique. Donc moi, j'ai choisi de partager avec vous, les téléspectateurs, et vous sur le plateau, les révolutions qu'on a connues en France. J'en ai choisi 2, parce qu'il y en a eu plusieurs. On en a eu en... pour illustrer, voilà, pour que vous compreniez que ça marche, effectivement. En 1830, au mois de juillet,
La France a connu la révolution des Trois Glorieuses. Cette révolution s'est faite sur 3 jours et pendant ces 3 jours-là, les Parisiens sont descendus dans la rue pour revendiquer de meilleures conditions de vie. Il était question, parce qu'ils étaient contre le prix élevé du pain, ils étaient contre le chômage et la cherté de la vie. Donc à cette époque-là, on avait le roi Charles X qui était le roi à cette époque-là. Il a voulu, par un mouvement de force, toucher à la Constitution en évinçant les députés de cette époque-là. Et ce sont les citoyens qui ont dit non, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Et aujourd'hui, lorsque vous allez en France, au niveau de la Bastille, vous voyez qu'on a célébré les gens qui ont participé à ce mouvement-là. Plus tard, sous Charles de Gaulle également, on a eu une autre révolution. On a eu des étudiants et des ouvriers qui sont descendus dans la rue et qui estimaient qu'on ne pouvait pas ouvrir le pays au marché international alors qu'il y avait des entreprises locales qui étaient en train de s'étouffer à cause de la concurrence qui était déloyale à cette époque-là. Et il y avait également un problème de chômage et de cherté de vie. Donc il fallait impérativement que les choses changent. Charles de Gaulle à cette époque a changé son premier ministre qui était Georges Pompidou, mais malgré cela, ça n'a pas marché et lorsqu'il s'est rendu compte que sa politique avait lamentablement échoué, il a décidé de donner la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'était pour les quelques cas de la France. Maintenant, on va aux États-Unis, à Washington. En 1963, Martin Luther King, vous le connaissez, a également décidé de lancer une révolution parce qu'il y avait à cette époque-là une ségrégation raciale qui mettait les Noirs en mal. Donc il était question de mettre un stop à cette situation et par cette marche-là, par cette révolution et toutes les personnes qui l'ont mobilisée, on a pu voter des lois qui permettaient aux Noirs de voter et également qui a permis qu'on n'assiste plus à la ségrégation raciale, même si aujourd'hui ça laisse un peu, ça prête à équivoque. On va en Inde, tout le monde connaît Gandhi. Il y a eu une révolution du sel là-bas parce que les Indiens avec les Britanniques étaient obligés de payer des impôts pour avoir sur le sel qu'ils consommaient. Pourtant, ils sont près de l'océan Indien. Donc, Gandhi, à cette époque-là, puisqu'il prônait une doctrine de non-violence. De non-violence, qui était une violence également. Voilà, une certaine violence. Non, une certaine il violence. est allé au niveau de l'océan, il a porté du sel qu'il a mis sur ses mains et il a commencé à marcher. Au fil du jour, les gens avaient du sel et ont commencé à marcher encore et encore et encore. Et en face d'eux, ils avaient des forces de l'ordre qui ont décidé de les incarcérer. Mais malgré les incarcérations, on a quand même eu des gens qui continuaient à marcher. Donc le colon à cette époque-là ne voulait pas que les Indiens produisent leur propre sel et on le leur en imposait. Donc malgré l'incarcération, ils ont été libérés et les choses ont radicalement changé. Donc à ces exemples justement, c'est dire que l'attitude du Cameroun, les Camerounais devraient marcher ou pas? On en a eu des marches. Vous vous souvenez de comment est-ce que le SDF est entré dans l'histoire du Cameroun par cette marche en 1990 à Tarington Park? Vous savez à quel point c'était violent parce qu'on a eu des étudiants qui sont morts. Ce jour-là, le chairman, Ninjon Frundi, un homme de caractère, a exprimé aux populations, il faut mentionner que ce n'était qu'un libraire à l'époque, mais il a estimé qu'il fallait qu'on passe au multipartisme et cela lui a valu ce que ça lui a valu. Il a eu des coups bas qui venaient du camp d'en face, il a eu énormément de problèmes, mais après la mobilisation des populations, alors qu'ils étaient en train de rentrer chez eux, on a tiré sur des populations qui étaient en train de manifester pacifiquement. Je ne vais même pas revenir sur le cas de l'UPC parce que tout le monde le connaît. Donc, les revendications et les révolutions, ça a marché. On a Patrice Lumumba, Thomas Sankara, on en a à l'appel. Merci beaucoup Dominique Audrey de ces détails ce matin, madame, messieurs. Le Cameroun également qui est en train de passer un moment difficile de sa vie. Les millions de Camerounais, quasiment 40 millions aujourd'hui parce que ce sont les chiffres qui ne sont pas officiels, mais ce sont les prévisions. En 2020, nous étions censés être à 40 millions de Camerounais. Comment vivent-ils ces moments? Comment vivent-ils ces dernières heures? Et comment attendent-ils la journée du 22 septembre de demain?
vont-ils affronter les forces de sécurité et de défense ou pas? Comment apprécier la réalité? Mais on sait quand même qu'en matière de droit fondamental, c'est un droit pour les Camerounais de manifester, Karine Santia, et le Cameroun lui-même, en l'état, étant un état de droit, a ratifié des conventions internationales. C'est quand même fort, comment dire, difficile de se rendre aujourd'hui que le même Cameroun refute et nie carrément ces conventions internationales. Le Cameroun qui nie les conventions internationales, c'est en fonction du bord politique sur lequel on se place. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été ratifiée par le Cameroun en article 19 dispose de ceci. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Cela veut dire tout simplement que vous soyez politicien, que vous soyez syndicaliste ou encore autre membre de la société civile, vous avez le droit d'exercer votre expression, de manifester votre expression, de dire ce que vous pensez et d'agir en fonction de comment vous pensez. Ce qui veut dire notamment que dans l'article 20, toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Et quand on parle d'association pacifique, ici on parle de manifestations pacifiques, de marches et autres réactions qui sont pacifiques. On ne demande pas aux individus, aux populations de prendre les armes, on demande aux populations de manifester leurs opinions. Ça, c'est ce que nous parle, c'est ce que nous dispose la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 21, alinéa 3, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Ça veut dire quoi? L'autorité du pouvoir public n'existe... On vous dit que vous n'êtes pas juriste, hein? Il n'est pas question d'être juriste, il est question d'être un individu. Et de comprendre justement les textes. Un citoyen, oui. Voilà. Maintenant, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Ça veut dire que l'autorité des pouvoirs publics n'existe que parce qu'il y a une volonté du peuple. Les pouvoirs publics n'ont pas le droit d'exercer leur pouvoir sur le peuple lorsque le peuple n'est pas d'accord. Lorsque vous interprétez bien ce que dit cette déclaration. Mais je vais venir particulièrement sur la Charte africaine des droits de l'homme qui, selon les juristes, se rapproche un peu... Et des peuples. Voilà, et des peuples se rapproche un peu plus du contexte camerounais. On nous dit que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. Ça veut dire que chaque peuple africain a le droit d'avoir ses aspirations, d'aspirer à plus de liberté, à plus d'égalité, à plus de justice, à ce que le respect de sa dignité soit encore plus effectif. Donc, c'est ce que chaque individu recherche. Peu importe que vous soyez notamment du parti au pouvoir, que vous soyez des partis de l'opposition ou encore d'un parti d'opposition en particulier, vous avez le droit à rechercher que votre liberté soit de plus en plus exercée, que vous ayez la possibilité d'exercer votre liberté à tout moment. Maintenant, l'article 4 encore de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nous dit que la personne humaine est inviolable, tout être humain a le droit au respect de sa vie, de l'intégrité physique, morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Ça veut dire que dans l'intégrité physique et morale, il y a que moralement, vous avez le devoir d'aspirer à ce que votre peuple ait de meilleures conditions de vie. Du coup, vous n'avez pas le droit d'être privé de ce droit d'avoir ces aspirations. Karine Santia qui est restée très présente justement sur les articles ce matin de ces conventions bien connues. Merci beaucoup Karine de nous avoir touché justement cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples d'ailleurs et surtout ces conventions ratifiées par le Cameroun. Madame, Messieurs, vous aussi vous avez le droit à la parole ce matin et nous vous lirons dans une poussière de minutes, le temps pour nous de marquer une pause. Vous êtes sur Equinox Télévision, le programme c'est 10-12 le Zénith, ici c'est le Zénith. Surtout revendiqué par pas mal de Camerounais encore. La pression va-t-elle tomber justement du camp du gouvernement camerounais qui devrait-il tout faire pour arrêter d'intimider? La pression devrait-elle tomber pour ceux qui regardent le Cameroun d'un autre regard ce matin? Quelle appréciation en faire, madame, messieurs? Et justement, mouvement de revendication pacifique ce matin, nous nous posions encore la question, l'opposition doit-il reculer ou pas? Quel est justement son enjeu? Quelle est sa place? Quel est son caractère? Comment l'apprécier? Charles Amembattu, ce matin, vous êtes revenu justement sur la question du non-respect des droits fondamentaux dans les principes démocratiques au Cameroun, parlant bien sûr de ces manifestations. Mais avant de vous donner la parole, Bon Bengan, je voudrais bien sûr faire le lien entre les revendications UPCistes des années, on va dire des années 60, 70 et voire même avant, et les revendications du mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que cela peut apporter des fruits
a-t-on espoir que ça peut changer le Cameroun et permettre au Cameroun de se revoir sous une autre coupole, dira-t-on? Oui, je vous réponds sans embâche, oui. Les mouvements engagés aujourd'hui, et vous êtes aujourd'hui le 22 septembre, je vous rappelle que... Le 21 septembre. Le 21, pardon. Journée internationale de la paix en passant. Journée internationale de la paix. Demain, 22 septembre. Et l'un des derniers textes de Oum remonte au 23 septembre 1957. Et le texte est très évocateur. Il avait écrit, le texte est intitulé « Lutte unie sur tous les fronts pour la libération du Cameroun du joug colonial ». Et il disait dans ce texte comment les nationalistes devaient se comporter face à ce qu'il avait appelé les usurpateurs profiteurs, les opportunistes, les nationalistes et les dicocons, donc en fait ce qu'on appelle les fingons. Les fingons. Donc il avait donné un certain nombre d'orientations. Donc c'est dans un ouvrage? Oui, c'est un texte qu'il avait envoyé aux organes dirigeants de l'UPC, des comités de base, comités centraux et sections de l'UPC pour se comporter, mais également aux autres restes de la société, parce qu'il a même touché les catéchistes. Il proposait même la manière avec laquelle on devait dire la messe, comment on devait amener les enfants à la catéchèse pour la libération du peuple camerounais. Mais avant cela, un mois avant, il avait écrit un autre texte. Celui-là aussi entre en droite ligne de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce texte est intitulé « L'amitié franco-camerounaise en danger, alerte à l'opinion camerounaise et mondiale ». Et dans les deux textes, il écrivait Cameroun avec K, comme les Allemands. Et c'est là où il a commencé le texte en disant « Nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire ». Donc, vous voyez donc que ça correspond exactement à ceci, parce que la France venait de mettre, de nous dénier nos droits avec la loi cadre de décembre 56, en créant l'État du Cameroun par un décret d'avril 57, qui disait à son article 2 que le jour où les Camerounais vont s'unir pour décider du destin de leur pays, à ce moment-là, ils pourront se déployer. Donc, c'est le régime que les UPC s'appellent aujourd'hui le régime Ojoula ne veut donc pas que les Camerounais se réunissent pour décider de l'avenir commun de leur pays. Donc aujourd'hui, quelqu'un va vous dire « Ah oui, mais les Bantous veulent seulement, comme Paul Biya est vieux là, laissez-le. Bon, on ne parle pas en vieux. » Ce n'est pas Bantou. Ça, c'est le pseudo-Bantou. Parce que justement, la philosophie Bantou voudrait que quand papa commence à atteindre un niveau, il transmet. Chez les Bantous, on transmet. Et papa prépare. Il prépare la succession quand le fils est né, s'est marié. C'est là où on dit, Chalamel, peut-être vous ne voyez pas le geste. Il te salue. Il te dit, mon fils, moi aussi, je viendrai te rendre visite. C'est comme ça que ça se fait. Donc, en fait, les Camerounais ont raison de marcher. La communauté internationale le reconnaît. Ce n'est pas possible. Donc, mais que dit-elle? Son mutisme face justement aux nombreuses attitudes du gouvernement. Précisément parce que la communauté internationale veut savoir que le peuple veut le changement. Mais si le peuple se contente d'une dictature consensuelle, bon, on vous a dit oui, quelqu'un est élu à 71%, laissez les prochaines élections, c'est dans 2 mois. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc, la communauté internationale veut donc voir la clameur sociale. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que la loi électorale n'est pas bonne et vous vous asseyez là. Jésus, Mahomet et Bouddha ne vont jamais se réunir au ciel pour venir changer le code électoral camerounais. Donc, c'est au peuple camerounais de se mobiliser pour dire basta, on n'en peut plus. Très bien. Bon, Bengan, d'ailleurs, à votre suite, justement, il va falloir rappeler qu'en semaine dernière, madame, monsieur, il y a eu cette coalition qui s'est regroupée autour du professeur Maurice Kamto, notamment, et autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun, appelé désormais Force du changement pour la paix et la démocratie au Cameroun. Il faut bien sûr prendre connaissance de cette réalité qui reviennent et gardent encore les mêmes engagements, le combat d'une sécession de la guerre dans le nord-ouest et le sud-est Cameroun, mais surtout la révision du code
électoral qui se veut consensuel. Et on parle entre autres du Front démocratique révolutionnaire, du mouvement démocratique des consciences nationales, de la coalition citoyenne pour le Cameroun, du Front de solidarité nationale pour ceux-là qui sont également de la société civile camerounaise, mais surtout des partis politiques qui doivent également se mettre en place pour mener à très bien cette marche-là. Allez, dire, cher Lamine Bachou, aujourd'hui, démocratiquement, c'est un droit à la manifestation, politiquement, semble-t-il, ne pas l'être. Belle appréciation. Vous le dites parce que le Cameroun aujourd'hui est divisé en deux camps, M. Michel Ngachou. Nous avons d'un côté ceux qui sont sourds, muets, aveugles, insensibles, qui veulent rester, M. Michel Ngachou, ils veulent s'accrocher ad vitam aeternam au pouvoir. Vous avez ceux qui veulent garder leur avantage estrampottant gombotique. Voilà le premier camp. Ce sont eux qu'on les retrouve sur M. Michel Ngachou sur Facebook à rédiger. Comment vous expliquer que en l'espace de 3-4 jours, vous avez plus de 5 ministres qui font par jour 10 postes? Alors que lorsqu'on les interpelle parfois sur la situation critique qui est en train de sévir, ils ne parviennent pas à se lever. C'est le premier camp. Le deuxième camp, vous avez M. Michel Ngachou, ceux qui refusent de vivre de la guerre, les affres de la guerre du nord-ouest et du sud-ouest. Les marchés sont vides. On a faim désormais à Douala, M. Michel Ngachou. On a faim. Vous allez fouiller. Bon, il n'y a pas qu'à Douala qu'on a faim, Charles. Je prends le cas de Douala qui est proche. Ah, d'accord. Nous avons faim à Douala. On ne parvient plus à manger. Vous allez au marché avec 2000, vous ne parvenez pas parce que le bassin de production que représentait cette zone est coupé. Je ne parle même pas de l'affaire de l'extrême nord qui est peut-être très éloigné. Nous ne parvenons pas. Nous disons, le bas peuple dit non à la famine. Le bas peuple dit que nous avons marre. Nous avons marre d'aller à l'hôpital et de ne plus nous soigner, M. Michel Ngachou. J'ai vu une personne, M. Michel Ngachou, hier, aux alentours de 16 h, qui s'est écroulé au niveau de l'axe. Bonamous a dit, M. Michel Ngachou, on a fait 5 hôpitaux. Partout on arrivait, on disait qu'on ne peut pas le recevoir. On ne peut pas le recevoir. Il n'y a pas de lit. Pourtant, le pauvre, il est en train de faire une crise de typhoïde, la de typhoïde plus. On l'a plutôt reçu où? M. Michel Ngachou, dans un hôpital du côté de Kouloulou là-bas. C'est là on l'a reçu. On arrive, on prend les paramètres, on prend la glycémie, on prend tout, on dit non. Mais ce gars, il a quoi? On présente son carnet. Il n'avait que la typhoïde. Vous vous imaginez jusqu'où le peuple dit, mais on ne peut pas accepter ça, M. Michel Ngachou. Qu'un malade soit refusé dans 5 hôpitaux et qu'on nous présente comme étant des hôpitaux de X ou de Y, c'est impensable. Nous avons ce deuxième camp de personnes qui ont marre de vivre avec des coupures de lumière, marre de la surfacturation des factures, M. Michel Ngachou, marre du fait que nous avons payé tout et qu'on ne parvient pas à avoir de l'eau qui coule chez nous, marre du principe de l'éducation où on vous dit que votre fils ne va pas fréquenter cette rentrée en classe de 6e parce qu'on a estimé. Mais attendez, M. Michel Ngachou, les deux camps ont raison. Le premier camp qui dit que je veux protéger mon pouvoir, je ne vous laisse pas. Et le deuxième camp qui dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est causer. Mais au lieu de causer, qu'est-ce qu'on fait? On veut vous fouetter, on veut vous chicoter, on veut vous empêcher de crier parce que c'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qu'il coûtait à M. Atangadi, à M. René Emmanuel Sadi, au SGPR de prendre le téléphone, d'appeler M. Kanto, d'appeler ce groupe, d'appeler le CPP de Kawala, d'appeler le SIF. Il y a une crainte et de dire asseyons-nous, retrouvons-nous dans un lieu que vous allez définir. Il y a une crainte aujourd'hui. Ça sort avec que là maintenant, le peuple vous regarde. Le peuple peut penser justement... Non, monsieur Michel Ngachou, écoutez, dans ce bras de fer... Et si, oui, il y a bras de fer. Dans ce bras de fer... Pourquoi ne pas avoir une rencontre au vu et au su des Camerounais, débattre des problèmes du Cameroun véritablement? Ils vont vous avancer le grand dialogue qui n'a été qu'un flop. Mais oui, mais... Une histoire pour dépanner les petits amis. Ils vont vous avancer le grand dialogue. J'estime qu'il faudrait que ces personnes qui se réclament être des fervents chrétiens, qui se réclament être des fervents pères de famille, mais ne pas laisser le désordre. Je pense qu'un coup de fil passé et que nous avons le ministre de l'Intérieur, permettez-moi de l'appeler comme ça, qui fait une sortie en disant « J'ai appelé M. Kanto, je souhaiterais que nous ayons une conversation démocratique. » Tout comme les marches sont démocratiques. Puisque vous ne voulez pas m'entendre, j'ai décidé de marcher. Mais ce sera eux. Ils ont la force, ils ont les militaires, ils ont l'armée, ils ont tout. Pourquoi ne pas engager? Est-ce que c'est bien de vivre dans le désordre?
Pendant ce temps, qui va souffrir? C'est cette pauvre maman qui ne pourra pas aller chercher ses 5 francs pour envoyer son enfant à l'école, mais qui vit la colère. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngachou, que l'une des premières colères de ces derniers jours, ces dernières heures, ce sont des parents qui sont en train de la vivre. Ceux dont les enfants sont restés à la maison à partir de mars 2020, monsieur Michel Ngachou, qui vont inscrire leurs enfants. On leur dit, messieurs, vous payez d'abord la pension du 2e et 3e trimestre de l'an dernier avant de commencer à payer. Lorsque vous sortez l'argent pour dépenser, monsieur Michel Ngachou, on coupe. Et nous avons des personnes insensibles, sourds et aveugles dans ce pays qui ne parviennent pas à gérer cela. Nous voulons qu'il y ait une causerie, nous voulons qu'on ne veut pas ce qui va se passer demain, mais qu'ils prennent le téléphone, qu'ils appellent, qu'ils discutent. Nous expliquons la colère. Qu'ils discutent, monsieur Michel Ngachou. Nous expliquons justement la colère qui peut hanter les Camerounais au moment où nous parlons effectivement de ces sujets qui énervent suffisamment les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais Charles Hamel, je vais certainement, pour qu'on fasse bien, demander à Karine Sontia de tout faire pour nous lire au moins ça, les réactions de nos téléspectateurs, parce qu'ils sont très nombreux ce matin à réagir et à nous laisser des commentaires. Karine Sontia. Les citoyens camerounais ont peur d'être tués à cause des manifestations. Yvette Madib qui écrit: depuis la semaine passée, les Benskineurs sont devenus les collaborateurs des gouverneurs et pourtant on les traitait de voyous, bandits, sous-hommes. Tata Jo qui a écrit ce message. Je suis désolée pour ce papa, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, mais la promesse est une dette et il doit respecter sa parole. Moi, par exemple, mon papa avait l'habitude de nous promettre de l'argent à ceux qui devaient réussir à leurs examens. Et dès que tu étais admis, tu passais directement à la caisse. Ce papa doit promettre à ses enfants ce qu'il est capable de réaliser. Quant à la colère de Charles Arbet sur l'interdiction de marche pacifique, que Dieu nous vienne en aide. Madame Moifo, depuis Libreville. Donc, Dieu vous a dit qu'il envisage une réunion avec les anges et les saints au ciel, alors? On a déjà tribalisé cette histoire, donc très peu, sinon personne ne sortira. Lydia Fomani qui nous écrit: chez nous les Bantous, pas de liberté, faut écouter les aînés. Notre président est notre premier aîné. Jean-Bernard Tête-Même qui a écrit. C'est pas Bantou ça. C'est pas Bantou. On écoute l'aîné. Chez les Bantous, justement, on dit: tu m'as dépassé en an. Le père a vu, dit que moi, j'ai voyagé plus que le père. Et on dit également: le vieux qui a vécu 100 ans sur place est l'égal du jeune qui a traversé 100 villages. Donc quand vous reprenez les termes bantous, il faut savoir se dimensionner. Merci, Maman Bengan. Is street demonstration the best thing to offer to Cameroonians in this present context? The Nozo are already into crisis, which all started in the name of freedom of expression. Let Cameroonians show a bit of patriotism for their country by looking for a way of building rather than stomach politics and misleading ambitious young Cameroonians into marriage. Quand le peuple va prendre le pouvoir, on va déplacer le palais présidentiel, on va le mettre au nord. Notre message, c'est quand même pathétique. Un ministre demande aux chômeurs de vaquer à quelles occupations? Kendrick à venir. Où sont les restes de Samuel Ouazizi? Où est son corps? Le 22, vous allez sortir son corps. Un autre message ce matin. La démocratie, voilà, je comprends pas trop. Alors, par contre, il manifeste devant l'ambassade de France avec celle qui a... nous remercions. Le peuple camerounais est en rage et n'attend que cette date. Ils ont traumatisé le peuple au point où certains sont convaincus que revendiquer un droit équivaut à la peine de mort. Kendrick à venir. L'appel du peuple à briguer un nouveau mandat en bafouant les lois patriotisme, mais l'appel à quitter le pouvoir à insurrection qui est fou. Kendrick à venir. Un autre message. En 1990, le chairman Johnny Fundi, le jour de cette marche à Tahinkon, a fait savoir aux gens qui étaient là que la démocratie n'est pas une chose que le peuple aura sur un plateau d'argent. Donc c'est à vous de conquérir
cette démocratie-là. Alors, vous reprenez simplement les propos de John Frundi en 1990. Très bien, merci beaucoup de venir écouter. Le 6 mai 1990. Oui. Allez, dans un instant, madame, messieurs, nous vous retrouverons avec la revue des réseaux sociaux. Ces sujets qui ont vraiment fait la une sur la top pendant le week-end. Et avec vous également, nous tenterons de mieux les comprendre, madame, messieurs. Restez des nôtres, car à l'instant, nous irons saluer un partenaire qui nous retrouve à l'instant. Bien sûr, c'est notre partenaire du Business School. Effectivement, qui nous retrouve à l'instant et avec qui nous parlerons d'un certain nombre de faits assez importants ce matin. J'espère que tout est mis en place pour qu'on puisse bien le faire, madame, monsieur. Allez, rebonjour déjà à vous. On est ensemble, nous recevons justement pour en parler monsieur Ndormo Franck, responsable de recrutement international à FIT. Prépa Business School. Votre départ est programmé par une procédure d'admission simplifiée avec des frais de scolarité réduits. Soyez prêts pour l'aventure. Istama, Prépa Business School, votre tremplin pour étudier en France. 2 premières années préparatoires à Istama, la 3e année en France pour votre spécialisation dans 10 écoles, 10 campus high-tech, 10 spécialisations. Assurez votre spécialisation professionnelle en France dès maintenant à Istama. Istama, réussir, c'est savoir choisir. Merci infiniment. On parlait bien sûr d'Istama. On parlait d'Istama qui est avec nous ce matin. Et nous sommes avec monsieur Ndormo Franck, y compris madame Thionian, la directrice et responsable de ce projet Classe Prépa à Istama. Déjà, bonjour à vous, monsieur et dames. Bonjour. Et nous sommes très heureux justement de vous retrouver sur le plateau d'Equinox Télévision. Et nous allons parler de ces classes prépa Business School du groupe FIJ à Istama et classes prépa du cycle ingénieur de Polytech Paris-Saclay à Istama. Alors, déjà avec vous, monsieur Ndormo Franck, qu'est-ce qu'on entend par classe prépa et comment ça fonctionne exactement les classes prépa à Istama? Une fois de plus, bonjour à tous les panélistes. Istama, c'est l'Institut supérieur de technologie avancée de management qui a su créer, entre autres, un partenariat avec le groupe FIX. Aujourd'hui, classe préparatoire, c'est ici la possibilité que Istama offre aux jeunes étudiants camerounais, après le baccalauréat, de pouvoir poursuivre déjà 2 années d'études au Cameroun et 1 année en France. Donc, classe préparatoire, c'est une classe qui permet aux étudiants de se préparer pour mieux appréhender leur 3e année d'études en France. Merci beaucoup. Allez, pour mieux comprendre également, monsieur Ndormo Franck, comment se sont déroulées les 2 premières années et les étudiants qui ont fini cette année? Déjà, pour le compte des 2 premières années terminées, il y a eu échange d'enseignants. Près de 40% d'enseignants français ont fait cours à Istama pour le compte de nos étudiants ici sur place. Par la suite, il y a eu une délibération, donc un jury qui a été constitué du directeur de IDRAC Business School qui coordonne le programme en France. Et pour la fin, les étudiants qui ont fini leur parcours sont actuellement en attente de visa. Nous avons déjà 2 qui ont pu obtenir leur visa. Ça, on parle ici de continuité d'études, donc de poursuite d'études. Parce que durant les 2 premières années, ils ont fait un parcours 100% français au Cameroun. Et donc, la possibilité d'aller en France, elle est immédiate, elle est certaine. Et on attend que l'ambassade puisse leur délivrer à ce jour leur visa pour qu'ils puissent aller poursuivre leurs études en France dans les écoles du groupe FIX. On a bien envie de comprendre justement les avantages aujourd'hui pour les parents d'envoyer leurs enfants en classe prépa à Istama. Les avantages sont multiples. Vous avez déjà la réduction du coût de scolarité au Cameroun auprès d'Istama. Vous avez aussi les étudiants qui sont 100% français au Cameroun, donc ils font partie des alumni français étudiants au Cameroun. Il y a aussi déjà l'accompagnement qui est personnalisé au niveau d'Istama. Vous avez aussi, en dehors de la scolarité, la préparation réelle du projet, parce que nous avons des jeunes après le bac qui ont ce souci d'orientation. Vous rencontrez un jeune aujourd'hui, vous dites je veux faire commerce international, mais au bout des 2 années, il se rend compte que c'est plutôt en logistique et transport ou encore en marketing qu'il se sentirait mieux. Donc, durant ces 2 années, ce sont des avantages que nous avons à pouvoir mieux préparer l'étudiant, ramener le coût du projet moins coûteux et bien évidemment accompagner l'étudiant dans la réalisation de son projet au bout de ces 2 premières années. Enfin, madame Thionian, vous êtes avec nous justement, nous vous annoncions à l'instant, mais vous entrez simplement en catimini. Bienvenue madame. Merci beaucoup que je suis déjà là. Allez, justement, madame Thionian Salomé, c'est comme ça, on vous appelle comme ça. Exactement. Bien sûr, quelle était la grande innovation pour les classes prépa? Oui, c'est depuis quand même 3 ans qu'on travaille pour la jeunesse camerounaise
Après, dans les classes prépa Business School, dont Franck venait de développer tout à l'heure, qui concerne la filière gestion, Istama a décroché la mastodonte où on était ici dernièrement avec eux. C'est Paris-Saclay qui a ouvert à Istama depuis l'année dernière les classes préparatoires, mais cette fois du cycle ingénieur. Donc ça concerne la filière technologique. Donc actuellement, nous avons les classes préparatoires intégrées à Istama de Polytech Paris-Saclay. Donc les Camerounais aujourd'hui peuvent bénéficier aussi du même programme qu'en France, que les étudiants qui sont en France. On n'a plus besoin. Et je pense même que c'était votre thème à l'ordre du jour ce matin. Pourquoi les enfants veulent toujours partir? C'est pour résoudre ce problème que le directeur de Polytech Paris-Saclay a décidé d'ouvrir à Istama le cycle ingénieur pour faire profiter aux jeunes Camerounais la même formation que ceux qui sont en France. J'aurais bien voulu vous poser la question de savoir pourquoi avoir pensé à ouvrir une classe prépa au Cameroun, mais vous nous donnez la réponse. Merci beaucoup, Madame Tenion. Maintenant, quelles sont les différentes possibilités offertes après les classes préparatoires? Vous n'êtes pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs possibilités qui sont offertes à ces étudiants. Et je vais laisser le responsable de la communication le développer. C'est M. Basson. Bonjour, oui, M. Basson. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons plusieurs opportunités qui sont offertes à nos étudiants. Premièrement, ils peuvent soit faire 2 années de formation en classe préparatoire à Istama, soit ils ont également la latitude de pouvoir faire 5 années en cycle ingénieur. Donc 2 années, c'est pour les classes préparatoires et 5 ans, c'est pour le cycle ingénieur. Donc c'est cette diversité de formes d'opportunités qu'ils ont avec Istama. Je vais ajouter juste une petite chose, c'est qu'après les 2 années de classe préparatoire du cycle ingénieur intégré, l'Université Paris-Saclay délivre un diplôme international Bac+2 qui donne la possibilité à l'étudiant de s'inscrire dans n'importe quelle université en Europe, soit de poursuivre le même cursus au Cameroun que ceux qui sont en France. Allez, on va très vite faire. La question, je vous la pose également. Quelle est la date de la prochaine rentrée? La date de la prochaine rentrée pour le niveau 2, c'est le 5 octobre. Et pour le niveau 1, c'est le 19. Nous disons à tous les parents, à tous les titulaires du baccalauréat série scientifique, tous les titulaires du GC in Science, tous les titulaires du baccalauréat technique industriel, qu'ils sont attendus à Istama pour le dépôt des dossiers pour le concours du cycle ingénieur. Et M. Ndormofran, pour ceux qui doivent partir, continuer en France, y a-t-il des accompagnements? Oui, déjà au niveau de l'Institut supérieur de technologie avancée de management Istama, à SAP, bien évidemment, il y a cette possibilité parce qu'il y a tout un bureau dédié à l'accompagnement, au recrutement, à l'étude des dossiers. Donc les étudiants qui poursuivent leurs 2 années à Istama ne devraient pas s'en douter ou avoir peur. Les parents doivent faire confiance à Istama en termes de classe opératoire cycle de gestion avec le groupe fixe, parce que sur place, je suis le coordonnateur avec toute une équipe qui se charge bien évidemment de traiter dossier par dossier avec la spécificité et la particularité que font chacun des dossiers. Donc, sans doute, Istama a un bureau chargé pour l'étude, l'accompagnement et l'orientation des dossiers pour les étudiants en classe opératoire. Merci infiniment. Et je rappelle que vous êtes situé au rond-point Bonamouang, Sable et Akwa, rue Ancien Sonnel à Akwa. Merci de passer chez nous ce matin. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste rappeler aux parents quand même On a très peu de temps, madame. Voilà, de nous envoyer les enfants et de nous faire confiance parce que c'est une grande opportunité de profiter de la même formation que les jeunes en France ont, de bénéficier aussi de la même formation au Cameroun. Monsieur Ndormofran, responsable de recrutement international à Fidj, à Istama, Madame Tionan, la directrice et responsable de ce projet Classe Prépa, Charles taisez-vous, je vous en prie. Et justement, Monsieur Basson, responsable de la communication. Merci à vous d'être passé chez nous ce matin. Merci. Professionnelle en intégrant le cycle ingénieur de Polytech Paris Sud à Istama dans les filières suivantes. Génie des matériaux, génie électrique, génie informatique, énergie, génie des procédés industriels, génie mécanique, aéronautique. Devenez ingénieur à Istama et l'école Polytech Paris Sud. Istama, campus situé au rond-point Nouvelle Route Bonamouang. Contact 6 99 12 74 04. Site web www.istamacameroun.com. Istama, réussir, c'est savoir choisir.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous, madame, messieurs. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia. La toile a été en mouvement ce week-end et vous avez justement pris la peine pour nous de rassembler des sujets qui nous parlent. Karine. Oui, notamment, on a 3 sujets particulièrement, mais le premier concerne notamment la manifestation du 22 septembre prochain, prévue par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui suscite quand même des réactions sur la toile. On a le ministre Grégoire Oona qui a fait une sortie sur Internet qui a suscité la réaction de plusieurs internautes dans laquelle il dit « Vaquons comme d'habitude à nos diverses occupations. C'est ainsi que nous allons faire notre bonheur et celui du Cameroun pour que la postérité et à son tour puisse profiter demain d'institutions fortes et d'infrastructures viables. » Les réactions des internautes ne se sont fait attendre. Il y en a qui ont dit que depuis 38 ans que nous travaillons, on attend toujours le lever du jour. Il y en a qui disaient notamment au ministre que comment est-ce que les chômeurs vont travailler. Il y en a qui disaient que si c'est pour travailler pour avoir 36 700 francs, ça ne vaut pas la peine et ainsi de suite pour appeler le SMIC. Allez, mais maintenant le sentiment qu'il y a quand même de l'embrouille dedans parce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, y compris les partis, la société civile avec laquelle avec lesquels justement le parti aujourd'hui a coalisé, on a le sentiment que les Camerounais ne parviennent pas à comprendre le fond justement de la revendication, qui est la révision consensuelle du code électoral et la fin ou la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-est Cameroun. Justement, mais sauf que la manifestation n'empêche pas que les Camerounais qui sortent pour leurs propres problèmes personnels. C'est-à-dire que dans le cadre notamment de cette manifestation, il y en a qui vont sortir parce que depuis 5 ans, ils n'ont pas de travail, ils sont sortis de l'école. Il y en a qui vont manifester justement parce que, en fait, depuis qu'il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils n'arrivent plus à vaquer normalement à leurs occupations. Il y a des plantations qui sont abandonnées, il y a des personnes qui ont été licenciées abusivement, il y a des personnes qui sont déplacées et qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de logement et autres. Donc c'est une manifestation qui sera multiforme certainement. Bon, Bengan, vous appréciez également la réaction les réactions pacifiques sur la toile ce week-end. D'ailleurs, on a en image la réaction du ministre Grégoire Oona, mais même du maître Christian Mbono Timbane. Vous vous rendez compte justement qu'il y a du mouvement dans l'air quand même, non? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais il y en a 2 qui me semblent fondamentales. Lesquelles? La première, puisque vous commencez par le ministre Grégoire Oona, je pense qu'il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Et dans l'acte qui réaménage le gouvernement, c'était le 9 novembre 2004, il était question de passer de la prévoyance à la sécurité sociale. Je souhaite, j'aimerais humblement que le ministre Grégoire Oona nous dise où est-ce qu'il en est. Parce qu'on est toujours à la prévoyance sociale aujourd'hui. La sécurité sociale en est où? Qui nous demande. Et là, on pourrait aller dans la suite. Deuxième chose, non? Si on cite les nouvelles... Cette première question justement posée nous ramène à la question de la couverture santé universelle qui a été initiée depuis un petit moment. Mais où était le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans ce cas-là? En principe, c'est lui qui devait apporter la mouture. Ça renvoie à cela, mais ça renvoie également à l'emploi. On travaille où? Quel est le statut des entreprises? Parce que c'est en fait lui qui doit être le patron de ce qu'on appelle le dialogue social. La SNEC est allée où? La SONEL est allée où? On vous parlait des choses et d'autres, l'amélioration des services. Et maintenant, on nous coupe l'eau. On nous interdit de dire qu'on a soif. On ferme les entreprises partout et puis tout. Donc, il devrait plutôt nous dire là, parce qu'en réalité, il peut beaucoup plus énerver les populations qui ne pensent apporter des solutions. L'autre chose sur le plan purement politique, puisque nous sommes en politique, je pense que lorsque nous citons les Woum Nobel et Ernest Wandier, qui sont nos vrais héros, ils avaient un maître mot. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on dit insurrection. C'est comme ça qu'on les a taxés de communistes, il fallait les abattre. Or, ils avaient ordonnancé les revendications en disant réunification d'abord, indépendance ensuite et élévation du standard de vie des populations après. Mais on a dit, communistes, on dit, on commence à embrouiller et on fait esprit d'embrouiller justement pour que les Camerounais ne déterminent pas réellement, ou alors qu'on fait croire aux Camerounais que ah non, il veut chasser Biya. Ils ont dit que non.
Alors que le problème est quoi? Le citoyen doit dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. C'est ce que Charles Hamel faisait tout à l'heure, de dégrainer. Merci, bon Bendian Kanji. Allez, on nous fait savoir rapidement qu'on a pas mal de choses à faire avec vous ce matin. Restez des nôtres. Constil Amine nous retrouve, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi 21 septembre 2020 pour parler de la santé, pour parler bien sûr du bien-être et surtout pour rappeler à tous les téléspectateurs qu'il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire qui vous permet de prévenir les maladies telles que l'Alzheimer, les maladies telles que les AVC, qui permet également de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de régler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Il faut le rappeler à tous nos téléspectateurs que ce lundi 21 septembre est la journée mondiale de l'Alzheimer. Oui, ça se célèbre bien entendu dans tout le monde entier, cette journée de l'Alzheimer. Et c'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Évitons cette maladie, prévenons cette maladie-là, consommons régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui permet de prévenir l'Alzheimer. Cette maladie qui fait bien sûr pas mal de dégâts aujourd'hui dans le monde. Et cette journée se célèbre bien entendu aujourd'hui. C'est donc l'occasion de rappeler bien sûr à tous nos téléspectateurs qu'il est important de consommer ce complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme, ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, il permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée. Plusieurs avantages sont liés à la consommation du Von Bio Oméga 3 qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Donc, any man, where you just know, you must not say fish oil. Therefore, that's for magasin 1001 Tapis. You get diabetes, you don't get AVC, you get problem for rheumatism, you get problem for articulation. Just come for magasin 1001 Tapis and buy your Von Bio Oméga 3. Any man must take Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson. Il est en vente au magasin 1001 Tapis au prix promotionnel de 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques. Votre peau elle est délicate, votre peau elle est fragile, votre peau elle est sensible. Un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Plus besoin d'utiliser n'importe quoi, il y a un lait de toilette pour les diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Ce lait de toilette coûte au prix de promotion 6 000 francs votre lait de toilette du côté du magasin 1001 Tapis. Nous allons parler rapidement des modalités de livraison. C'est les clients qui ont besoin de commander, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit les languettes médicales. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. On n'a pas besoin de se déplacer. Venez au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun, et achetez votre Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire d'origine. Réclamer la résolution de la crise dans le Nozo, la réforme du système électoral. Ils étaient plus de 1000 à être dans la rue, selon les images que nous avons vues sur la toile, qui ont fait le tour, malgré les commentaires qui sont parfois encourageants et désobligeants pour ces Camerounais qui ont décidé de manifester en France. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un débat sur le pourquoi manifester en France, vu que c'est une ancienne colonie. Comment est-ce que elle peut nous aider à résoudre nos problèmes, puisque nous sommes en train de chercher à protéger l'image du Cameroun. Maintenant, il y en a qui disent que c'est même là-bas qu'il faut manifester, justement, parce que c'est la France qui détient toutes les clés du Cameroun. Elle doit libérer le Cameroun pour qu'il puisse avancer. Et on a bien suivi ces images qui ont fait le tour du week-end, madame, messieurs. La place du Troncadéro à Paris, qui a réuni des milliers de Camerounais venus crier leur ras-le-bol et débuter bien sûr ces marches à travers le continent. Pour beaucoup, il n'y a peut-être pas que la France, il y a aussi eu les États-Unis qui se préparent, le Canada qui se prépare, et la Belgique. Pardon, Dominique Oudé?
le Cameroun se prépare pour demain, en réalité. Allez, Charles Mbatiou, lorsqu'on se remet justement sur la place du Troncadéro, comme c'est le cas aujourd'hui, revendiquer la libération du Cameroun par Paul Biya, pour ces Français qui ont fait, pour ces Camerounais de la France qui ont fait ces revendications, comment vous les appréciez, vous, à votre niveau? Je trouve cela légitime. Pourquoi, M. Michel Ngachou? Pour la simple raison que sur cette même place du Trocadéro, nous avons eu, on va dire, plusieurs... C'est une place historique déjà en France. Le Trocadéro? C'est une place historique, la première chose. Et lorsque le chef de l'État a tenu le grand dialogue, il allait rendre compte C'est en France. C'est en France qu'on a su même qu'il a reçu les documents, qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises. C'est toujours en France qu'il avait dit qu'il est le meilleur élève. Donc ce n'est pas aujourd'hui les relations entre la France et le Cameroun, M. Michel Ngachou, sont étroites, raison pour laquelle si on frappe le tam-tam... Bon, elle le dit, qu'elle est même incestueuse. Voilà, la relation, voilà, vous avez employé l'expression. Si on frappe le tam-tam à Paris, forcément ça va résoudre à Yaoundé. N'oubliez pas que nous avons eu la sortie de Macron qui plusieurs fois a dit, il a tenu à dire qu'il a passé un coup de fil, il va passer un coup de fil au président de la République pour qu'on libère les détenus, chose qui a été faite. Il y a eu encore cette sortie de Macron qui a prétexté qu'il a mis la pression sur le président Biya pour la libération de Maurice Kamto, pas une fois, pas deux fois, qu'il suit la situation du Cameroun. Il la suit de manière précise. Donc, M. Michel Ngachou, j'estime que poser cet acte là-bas, Emmanuel Macron, c'est l'ami personnel du chef de l'État. Donc, cette information va lui parvenir dans les temps et les délais que voilà encore tes fils qui sont ici là en train de poser des actes. Donc ce n'est pas mal pensé. L'effet recherché, c'est de dire ça ne va pas à la maison. Parce que chez vous, M. Michel Ngachou, si vous ne réussissez pas à vous entendre avec votre père, vous commencez avec votre mère. Si votre mère ne parvient pas à résoudre, vous allez chez le voisin d'à côté. Si le voisin d'à côté ne parvient pas, vous allez voir l'ami de votre père. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de faire. On dit à l'ami du père que ça chauffe en train de chauffer la maison. Vous avez le sentiment que l'ami du père peut entendre les cris qu'il y a dans la maison du père? Il a entendu. Il a entendu, il sait quel cri? Avec autant de personnes, il ne pourrait pas. On a vu des femmes avec des pagnes et toutes de rouge là, enchaînées, on les a vues. Donc ce qui est sûr, il a entendu, mais maintenant, à quel moment est-ce qu'il va réagir? C'est ça la question. Est-ce qu'il va attendre que ça se produise aussi ici, au Cameroun, avant que M. Atangandi, dans un sursaut un dernier sursaut d'humanité, n'interpelle le groupe, le F, vous avez dit le F, le front du changement pour la paix et la démocratie au Cameroun. Qu'on les interpelle et qu'on nous fasse même un débat télé pour que tous les Camerounais en soient témoins, qu'il n'y ait pas de rencontre et qu'on nous sorte après qu'on a été déçus, trahis par ces personnes qui sont censées porter la voix des Camerounais aujourd'hui. Ils pourraient le faire et on pourrait éviter le pire demain. Très bien. Donc ce qu'ils ont fait, les Camerounais ont commencé à faire à l'étranger, c'est une très bonne chose. Parce que dites-vous bien que... Vous validez les marches en étranger? Oui. Oui, il faut absolument que l'on comprenne la voix des Camerounais de l'extérieur. Oui, Michel. On a vu la femme qui a été décapitée récemment, l'avant-dernière en date. J'ai reçu les images d'un de mes proches qui est un homme en tenue qui a reçu une balle en pleine tête. Ce n'est pas évident, c'est difficile. D'un côté comme de l'autre, on perd des gens. On ne devrait plus en être à ce stade-là. Ça devrait s'arrêter. Donc, si ce n'est que pour ça, code électoral, machin, chose là, vraiment, c'est quelque chose. Mais les gens qui sont en train de mourir, je crois que ça vaut encore plus. Je pense que tout partira d'une véritable résolution, ou d'une révision consensuelle du code électoral. Oui, consensuel, bien sûr, ça se fera. Pour qu'on puisse avoir des élections crédibles en tant camerounaises. Ça se fera. Et maintenant, il faudrait avoir des gens qui vont voter ensuite. Si tout le monde est tué là-bas, qui va voter après? Bonne question. Bon, Bengan, même Jésus peut-il au moins réussir les élections au Cameroun? Vous croyez que même si Jésus revient aujourd'hui, il pourra avoir une place au Cameroun comme président de la République avec le code électoral que nous avons ici? Il n'aura même pas 4%. Je vous dis, le tout-puissant Jésus? Je vous dis, l'Église catholique romaine a elle seule plus de 5 millions. Mais si Jésus arrive là, il n'aura même pas 5% contre Paul Biya. Non, il faut multiplier. Moi, je pense même que les Camerounais feraient mieux de multiplier les manifestations en France qu'au Cameroun. Parce que lorsque la France, le 13 décembre 1946,
a ajouté un bout de phrase dans ce qu'on appelle les accords de tutelle pour transformer le Cameroun en colonie. Il faudrait bien qu'on se tourne vers la France pour lui dire ce que tu as fait là, enlève ça, nous ne sommes plus là de ce niveau. La France avait ajouté ce bout de phrase dans les accords de tutelle du 13 décembre 1946. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. C'est ça qui nous bloque jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui nous bloque. Avril 91, le président Biya vous dit « Je suis le meilleur élève ». Dernièrement, il a dit « Je suis venu rendre compte ». Macron vous dit des choses et d'autres. Et vous voulez des dessins. Et c'est ça qui nous énerve, nous les Bantous, nous les initiés Bantous. Parce que nous avons l'impression que nos enfants n'ont pas fait l'école. Ils n'ont pas été. Donc ils ont peut-être étudié les livres, mais ils n'ont rien appris. Nous ne sommes pas indépendants. Le Cameroun n'est pas indépendant. Donc, nous n'avons pas notre souveraineté. Donc, les clés de nos souverainetés sont détenues à l'Élysée. Il faut aller les prendre. On ne peut pas prendre des exemples. Je vous parlerai de Jean-Pierre Code. Mais comment on entrera à l'Élysée? On va pousser les portes de l'Élysée? Oui, au Cadéro, partout, à l'Élysée même. Il faut faire organiser des manifestations en France. Je vous dis une chose. Est-ce que vous dites que la France est l'ennemi ciblé et connu qui ferait problème au Cameroun? La France est l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Qui l'ignore? Qui l'ignore, parce que j'entends aussi des gens dire « Ah oui, Paul Biya a préservé le sous-sol camerounais, il n'a pas renouvelé les accords. » Mais je leur dis « Mais rendez-les publics alors. » Qu'est venu faire François Fillon au Cameroun le 20 mai 2009 Après que le 20 mai 2008, Brice Hortefeux soit venu aménager, de faire des réaménagements pour ces tests-là. On dit donc le Premier ministre français est venu comme ça pour se balader un 20 mai et que le président camerounais lui a dit mais merci monsieur le Premier ministre, rentrez chez vous, je ne signe rien. Qu'on les rende publics. J'ai dit les clés de notre souveraineté sont tenues à la cellule africaine de l'Élysée. Voyez-vous la France quitter le Cameroun? Mais on doit les chasser. En faisant quoi? Nous devons les chasser. En faisant quoi? Ça commence par commencer par chez eux. D'abord la loi, cette fameuse loi qui maintient là de 1968 sur la double nationalité, vous savez comment ça arrive? Et justement, c'est d'abord le président Paul Biya qui prépare cette mouture-là en tant que secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et président de la Commission nationale de bourse dans cette année-là. Donc, il quitte là pour prendre les fonctions de la présidence de la République. Donc, vous voulez penser que en le faisant, beaucoup de Camerounais comme garçons qui étaient au syndicat des étudiants à l'UNEC avaient terminé leurs études et ils devaient venir en vague au Cameroun. Il fallait donc les bloquer. Vous chutez, je vous en prie. Il fallait les bloquer. Donc c'est là-bas qu'il faut d'ailleurs manifester parce qu'en fait on leur dit étudier de toutes les manières, rester là-bas. Donc c'est ça. Donc quand on leur interdit donc de venir chez eux, investir, rapporter tout, alors que chaque fois qu'il y a deuil, chaque fois qu'il y a rentrée scolaire, chaque fois qu'il y a une petite manifestation, même les champs que nous faisons au village, parce que la fille de tous ces exploitants forestiers ont laminé nos villages, ce sont nos fils et filles qui sont à l'étranger qui nous aident. Et on les interdit de venir postuler ici. Mais on va vous dire, ah tel Camerounais est maire à Ivry, tel Camerounais est député de Haut-de-Seine. On n'en a pas besoin. Très bien, Bobo. Merci madame, monsieur, pour l'intérêt que vous portez tous les jours à Equinox Télévision. Merci également pour l'intérêt que vous portez à 10-12 le Zénith. Nous allons jurer justement vous servir tous les jours de notre vie, quoi qu'il en soit. Et nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Entre-temps, restez présents sur les antennes Equinox Télévision. Les programmes se poursuivent. À demain, avec le même plaisir.